Bien, bonjour à toutes et tous. À la fois honoré, ravi et un peu inquiet de devoir introduire un programme aussi riche avec des questions aussi majeures qui vont traverser toute la journée et espérons-le les mois et les années à venir surtout. On voit que l'année qui vient de passer a été quand même marquée par pas mal de choses importantes pour notre domaine. Les travaux du CNR, Jean-Luc vient de les citer, c'est-à-dire des réflexions importantes et pour certaines assez inédites sur notre sujet. Et puis un moment de crise qu'on pressentait très fortement déjà l'année dernière au même endroit, mais pour lequel on a eu vraiment la confirmation du fait que la situation était particulièrement compliquée. Et en même temps, Jean-Luc l'a dit, jusqu'à aujourd'hui peut-être seulement, espérons, une forme d'inaction en termes de politique du logement, ou en tout cas une forme d'action concentrée sur des enjeux budgétaires. Qui ne sont peut-être pas finalement les premières questions qu'il faut se poser. Donc ce que nous nous sommes dit, c'est que la question du logement, aujourd'hui, malgré la très grande inertie du système, elle est confrontée à un triple défi. Un premier défi qui est celui de la crise structurelle ancienne, tout sauf nouvelle. Ça fait 25 ans que la Fondation Abbé Pierre sort chaque année un rapport sur la question du mal-logement en France. Donc une crise structurelle qui fait que l'effort financier des ménages est souvent extrêmement fort, que l'accès au logement pour une partie des ménages est extrêmement difficile. Cette crise structurelle, elle est toujours là. À ça s'ajoute, deuxième défi, une conjoncture inflationniste qui révèle un ensemble de difficultés avec, certes, ce que tout le monde a en tête souvent, qu'on entend, la hausse des taux d'intérêt qui perturbe la capacité des ménages à accéder au logement. Mais pourquoi est-elle perturbée ? Parce que les prix, tels qu'ils sont aujourd'hui, ne sont pas adaptés aux conditions du crédit qui évoluent. Donc une situation inflationniste qui frappe l'ensemble des acteurs du système. Et beaucoup sont là, et beaucoup seront là dans la journée, et qui rajoute à la crise une autre crise, en quelque sorte, qui est un mélange de crise du logement et de crise immobilière. Et puis, troisième défi, qui est celui qui va nous occuper aujourd'hui, beaucoup plus tourné vers l'avenir, qui dépasse de loin la question conjoncturelle, qui sont les impacts environnementaux de l'ensemble de la filière, les effets de la production sur la biodiversité, etc., etc. Donc l'enjeu d'aujourd'hui, ça va être non seulement de traiter ces questions de transition écologique, mais aussi, et peut-être surtout, de les mettre avec les autres défis, qui sont les défis sociaux, économiques du secteur. On sait que on a depuis de nombreuses années, et Jean-Luc l'a dit, une production législative importante. C'est même parfois dénoncé, l'excès de production législative sur la question du logement. Mais on voit que son efficacité, elle est aujourd'hui encore extrêmement limitée. Et il me semble que la question de la transition écologique donne l'occasion de faire des pas en avant. Marie. Alors avant, Jean-Claude l'a dit, Jean-Luc l'a dit aussi, le constat sur le besoin de relever ces trois défis, il est partagé. En revanche, il semble extrêmement difficile, voire impossible, et c'est l'objet de la journée, de réussir à les concilier. La prise en compte des enjeux climatiques et de la préservation de l'environnement, elle se traduit notamment par la création de nouvelles normes, de nouvelles règles et de nouvelles contraintes qui entraînent des surcoûts qui paraissent totalement incompatibles avec le fait de continuer à assurer une production et le maintien d'un parc à des prix abordables, particulièrement dans la situation conjoncturelle que vient d'évoquer rapidement Jean-Claude. Et quand cette équation ne paraît pas totalement impossible, elle paraît à minima extrêmement dangereuse, avec une application de ces normes et ces contraintes qui seraient réservées aux territoires les plus dynamiques ou aux propriétaires les plus aisés, qui mettraient en difficulté ceux qui n'ont pas les moyens de les appliquer, et donc qui généreraient de nouvelles inégalités.
ou alors mettra en situation de blocage une filière dont on connaît l'importance économique et l'importance aussi en matière de création d'emplois. Donc l'objet de cette journée, c'est certainement pas d'éviter cette question, mais c'est ce que commençait à dire Jean-Claude, c'est d'essayer de la décaler légèrement et de se livrer tous ensemble à cet exercice qui essayait de regarder comment ces enjeux nous permettent d'interroger une politique et des dispositifs qui, pour un certain nombre, ne fonctionnent pas, ne fonctionnent plus, fonctionnent mal, ou en tout cas ne parviennent plus à atteindre les objectifs qu'ils sont censés pourtant réussir à atteindre. Pour ce faire, donc, on a choisi 3 sujets. Donc, la question de la construction, la question de la rénovation et la question du foncier, à la fois parce que ça nous permet de balayer de façon très large l'ensemble des enjeux qui sont portés par la politique du logement, mais aussi parce que ces sujets ont pour point commun aujourd'hui d'avoir un relatif consensus par rapport aux objectifs à atteindre dans la lutte contre le changement climatique. Il y a des constats qui sont de plus en plus partagés, un certain nombre aujourd'hui d'objectifs qui, à défaut de faire un consensus global, sont quand même très largement partagés par l'ensemble des acteurs du secteur. Pour autant, ils sont tous l'objet de débats, voire de contradictions extrêmement fortes sur la possibilité et sur la façon dont on peut parvenir à atteindre ces objectifs. Donc, chaque table ronde sera précédée d'une intervention de 2 experts qui nous permettront de rentrer plus dans le détail des enjeux qui traversent chacune de ces 3 sujets-là, qui permettront aussi de formuler des premières interrogations et des premières propositions. Donc, on va les balayer rapidement avec Jean-Claude pour essayer de voir aussi quels sont les points transversaux qui se dégagent à chacun de ces objectifs. Oui, première thématique, qui est probablement une de celles qui fait peut-être le moins consensus. Si ce n'est qu'il y a consensus sur l'enjeu de la transition énergétique et de la transition écologique, bien entendu, mais derrière ce consensus-là, il y a un certain nombre de débats. Et le premier de ces débats, qui sera l'objet de la table ronde de cet après-midi, donc on a choisi de ne pas prendre exactement l'ordre du programme, c'est notre côté rebelle, c'est celui de la construction. On sait que le niveau de la construction neuve, les objectifs de production de logements neufs ont longtemps été, on en a discuté, j'avais introduit une table ronde l'année dernière sur le sujet, donc je vais un peu me répéter. Le niveau de la construction neuve ont souvent été un des axes, une des colonnes vertébrales des politiques du logement, avec, on se souvient de l'objectif des 500 000, on se souvient comme ça d'un certain nombre de slogans, le choc de l'offre, etc. Aujourd'hui, ce thème-là n'est plus, disons-le clairement, l'objet d'un consensus. Je pense qu'on en parlera de façon importante à l'occasion de la table ronde de cet après-midi. On a eu des signes, bien entendu. Les élections municipales de 2020 ont été là-dessus évidemment un signe fort et pas seulement un petit signe. Mais on voit aussi que depuis cette année, depuis déjà 2022, puisqu'on en parlait déjà l'année dernière, les milieux professionnels s'inquiètent de façon importante d'un ralentissement du rythme de la construction depuis 2018, donc qui n'a pas attendu la crise sanitaire, depuis 2018-2019, qui n'a pas attendu la crise sanitaire. L'an dernier, on parlait déjà de moins 14% entre 2017 et 2022, moins 16% si on regardait seulement la production de logements collectifs, ce qui, compte tenu de nos débats du jour, accentue encore évidemment le questionnement. Mais évidemment, 2023 et très probablement 2024 vont nous apporter des chiffres qui sont encore bien plus importants que cela. Cela étant, n'oublions pas qu'en disant cela, on a pour année de référence une année record, 2017, qui est une année dans laquelle on a produit beaucoup. Donc on voit bien en quoi les milieux professionnels de la construction, au sens large, le bâtiment, les promoteurs, etc., les bailleurs sociaux, peuvent s'en inquiéter. Mais n'oublions pas qu'on se réfère à une année record et qu'après les années records, souvent, il y a des moments de baisse. Mais ce que je voudrais dire, au-delà de ces questions conjoncturelles, c'est qu'elles interviennent à un moment où on a des signaux encore bien plus forts et des signaux eux-mêmes souvent fortement argumentés, et on y reviendra cet après-midi,
qu'il faut avoir à l'esprit, qui ne sont pas forcément la solution derrière, mais je pense qu'il faut avoir à l'esprit ces signaux. D'autant que la première catégorie de ces arguments relève de la question écologique et de la question de la transition écologique. Du fait notamment de l'impact fort de la construction sur le bilan carbone de notre pays. Donc, on ne peut pas s'étonner dans ces conditions qu'on lise dans un certain nombre de rapports, dans les objectifs énoncés par l'ADEME en matière de décarbonation à l'échéance 2050, des termes qui indiquent que si on veut véritablement arriver à cette décarbonation à l'échéance 2050, je reprends les termes que l'on trouve dans les scénarios de l'ADEME, il faut passer par une réduction drastique de la production. Ces termes sont là, ces scénarios sont là, et ils sont effectivement argumentés. Et ils s'argumentent avec l'idée que, de fait, il y a un potentiel de récupération dans le parc existant, que le parc de logements serait mal occupé, qu'il y a beaucoup de résidences secondaires, de logements vacants, etc., et qu'une partie de la production récente, c'est un argumentaire qui n'est pas seulement développé par les porteurs de la transition écologique, mais aussi, étonnamment, par le Trésor, qui, on ne savait pas qu'il était aussi écologique, mais qui dit qu'aujourd'hui, on le voit dans un certain nombre de communications émanant du ministère des Finances, que la production neuve serait excessive et aurait contribué à alimenter le parc vacant, les résidences secondaires, sans parler de la location touristique de courte durée, etc. Question légèrement prégnante dans cette région. Deuxième catégorie d'arguments, donc on voit cet argumentaire écologique, mais qui trouve un certain nombre de soutiens et d'appuis. Il y a aussi l'argument démographique qu'il faut pas négliger aujourd'hui. Les dernières projections d'accroissement du nombre de ménages de l'INSEE datent de 2012, ça commence à être un peu ancien. Il faut espérer que rapidement de nouvelles projections viennent. Mais ces projections qui avaient été élaborées en 2012 indiquaient de façon assez claire qu'à partir de la deuxième moitié des années 2020, c'est bientôt, le rythme de croissance démographique allait continuer à ralentir, voire que ce ralentissement allait accélérer. Pardon pour le ralentissement accéléré, et qu'on arrivait quasiment à échéance 2030 à une division par 2 de l'accroissement du nombre de ménages chaque année. Donc là encore, voilà un argument qui vient s'ajouter à ces questionnements. Alors pour autant, cela signifie-t-il un ralentissement significatif, souhaitable de la production de logements? Je ne suis pas sûr que tout le monde ici partage cet enjeu, mais je crois que ça mérite en tout cas que les questions, et ça fait partie des questions qu'on va souhaiter poser à la table ronde de cet après-midi. Quelle réflexion sur la production de logements? C'est-à-dire quel logement, où, quels enjeux territoriaux pour la production de logements, du coup aussi quels acteurs pour la programmer, la planifier et y travailler, quel logement, c'est-à-dire quelle accessibilité financière, quelle part du logement social, quel élargissement de la notion de logement social vers ce qu'on appelle aujourd'hui le logement abordable, quelle typologie, etc. Et donc de changer ce questionnement initial du combien pour un questionnement plus précis, qui inclut du combien, mais qui est beaucoup plus un questionnement du où et du quoi et du pour qui. Question numéro 2, qui sera l'objet de la première table ronde de la matinée, la question du foncier.
ou plus exactement la question du sol, et donc pas simplement la question de l'assiette foncière, mais la question du sol dans toute sa valeur. Là aussi, ça a fait l'objet, y compris récemment, de débats qui ne sont pas complètement clos et de conditions d'application, notamment par rapport à ce qu'on appelle donc, le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire le fait de réduire de façon d'abord drastique, puis ensuite de cesser de consommer des terres agricoles et des espaces naturels pour pouvoir organiser l'extension et la production de nos villes. Au-delà de la question de la perte de biodiversité dans laquelle l'artificialisation joue un rôle majeur, notamment la multiplication des épisodes climatiques violents ont permis de mieux comprendre l'importance de la préservation des sols par rapport à la question du cycle de l'eau, par rapport à la question de la lutte contre le réchauffement climatique. On connaît aussi l'importance de la préservation des terres agricoles par rapport à notre indépendance alimentaire. Enfin, on pourrait citer toute une série de bénéfices environnementaux et sociaux, notamment dans la réduction de la dépendance à la voiture et dans la précarité énergétique, que la lutte contre l'étalement urbain permet d'obtenir. Ceci étant, depuis 20 ans, depuis plus de 20 ans, et le vote de la loi SRU, cette poursuite de l'étalement urbain se maintient à un rythme qui est 4 fois celui de l'augmentation de la population, donc à un rythme qui est extrêmement soutenu. Et si la légitimité aujourd'hui de cet objectif est assez largement partagée, les risques que peuvent entraîner la mise en œuvre de ces dispositifs sont aussi soulignés par de très nombreux acteurs. J'espère qu'on aura l'occasion d'en débattre ce matin. On voit ici au Pays Basque effectivement que la spéculation touche aujourd'hui absolument tous les types de fonciers, y compris les fonciers économiques, ce qui est lié évidemment à l'augmentation notamment des prix de l'immobilier. Donc il est évidemment redouté une augmentation mécanique de ces prix avec une raréfaction de ce qui est la ressource première de la fabrication de la ville. Et cette angoisse sur l'incompatibilité entre une certaine forme de sobriété dans la consommation foncière et la poursuite du développement, elle s'est traduite par des demandes de moratoire, des demandes d'exception, voire des remises en cause du principe même du zéro artificialisation nette, comme si on avait une incapacité à concilier la préservation des sols et le développement. Deuxième inquiétude qu'on aura peut-être l'occasion d'écouter ce matin et qui est portée notamment par un nombre important d'aménageurs, c'est celle du fait que la multiplication d'opérations de développement en renouvellement urbain par rapport à des opérations de construction sur des terrains nus entraîne effectivement un certain nombre de surcoûts, de la dépollution, de la démolition, de la remise en état des sols, des terrains plus contraints. Et qu'il serait extrêmement difficile de faire face à ces surcoûts-là dans le contexte particulièrement qui était évoqué tout à l'heure, inflationniste, qu'on a mentionné. Ceci étant, quand on regarde un peu plus dans le détail cette question de l'artificialisation des sols, on voit d'abord que la question de l'augmentation des prix du foncier, alors que le ZAN n'est pas encore mis en œuvre, c'est déjà une question extrêmement forte puisqu'on a en moyenne, alors ça recouvre évidemment des disparités extrêmement fortes selon les territoires, mais sur les 20 dernières années, les prix du foncier ont plus que triplé. Donc les surcoûts qui commencent à être estimés aujourd'hui par rapport à la mise en œuvre du zéro artificialisation nette, on est de l'ordre de 15 à 25%. Donc c'est sans commune mesure avec le problème qui est posé aujourd'hui par l'accès à un foncier abordable qui permet derrière une production à des coûts abordables. La deuxième chose, c'est qu'on parlait tout à l'heure du coût de l'inaction et des coûts cachés. Le coût de l'étalement urbain, il est, à notre connaissance en tout cas, très peu chiffré ou jamais chiffré. Et pourtant, il est massif. Il entraîne des surdimensionnements d'infrastructures et derrière les infrastructures, des surdimensionnements de réseaux, alors qui sont à la fois liés à l'étalement, puisqu'on surdimensionne les infrastructures pour desservir les logements ou les zones d'activité. Aussi en raccordement au réseau principal, ça peut faire des kilomètres quand on est sur des zones qui sont assez éloignées des premiers pôles urbains. Et ces surcoûts en fait, sont extrêmement fragmentés entre différents services des collectivités, entre les communes et les agglos, entre des opérateurs, des concessionnaires, des syndicats mixtes, des individus qui portent les surcoûts aussi en matière d'équipement individuel, des opérateurs privés qui quelquefois en prennent une partie à leur charge. Et non seulement ils sont très fragmentés, mais en plus ils sont souvent très étalés dans le temps. Il y a peut-être des élus ici qui connaissent des premiers réinvestissements sur des lotissements sur lesquels on a de plus en plus de demandes d'éclairage, de trottoirs, de pistes cyclables, d'arrivée de transports en commun. On voit des zones d'activité aussi qui ont été aménagées de façon extrêmement sommaire sur lesquelles on a des réinvestissements qui sont massifs. Donc ça rend très difficile le fait d'appréhender économiquement l'ampleur de ce phénomène. Et pourtant, on est sur des coûts aussi bien à l'aménagement que dans le fonctionnement des services urbains, avec notamment des services spécifiques pour les zones les moins denses, qui ont du mal à fonctionner, qui sont très importants. Donc ça, c'est la première dimension qu'on peut mettre en regard de ça.
La deuxième chose, c'est que cet étalement urbain, il a produit des gisements fonciers, alors qu'ils ne sont pas toujours faciles à exploiter. Et là aussi, on a des situations très différentes d'un territoire à l'autre, mais qui peuvent être très importants. On a même des territoires qui ont produit du foncier vacant. Un foncier vacant, c'est-à-dire qu'on a aménagé, par exemple, des zones d'activité qui n'ont jamais trouvé preneur. Donc, on a payé tous les coûts d'aménagement et on a des terrains nus sur lesquels il ne se passe absolument rien. Et sans vouloir dénoncer, on a des territoires qui ont du foncier vacant et qui continuent à réclamer des hectares à l'ouverture à l'eau. Je dirai après. Donc, on a ces situations très paradoxales dans lesquelles on continue à produire du foncier aménagé qui ne trouve pas preneur en termes d'opérations de construction. Une difficulté qui nous paraît importante de souligner par rapport à cette question-là, c'est que ces gisements, ils sont très méconnus. Les observatoires fonciers, quand ils existent, sont souvent limités à une connaissance de l'occupation du sol. On ne connaît pas le potentiel de mutation, on ne connaît pas le potentiel de densification, on ne connaît pas les stratégies des propriétaires fonciers. Donc ça rend très difficile pour les collectivités d'appréhender en fait la réalité vraiment de ce potentiel-là. Et par ailleurs, là aussi, on a un éclatement des ingénieries entre les EPF, les aménageurs, les agences d'urbanisme, les services de collectivité, liste non exhaustive, qui n'agissent pas toujours sur des périmètres cohérents et qui n'ont pas toujours de chef de file bien affirmé sur ces questions-là, qui rend très difficile le partage des données, alors qu'on en a pour autant produit beaucoup et qu'on a une vraie capacité aujourd'hui à agir. Et puis, dernier point, mais je laisserai la table ronde investir sur cette question. Le ZAN fait aussi ressortir peut-être un certain nombre d'outils d'action en matière foncière pour les collectivités locales qui sont aujourd'hui insuffisants, en matière d'encadrement de prix, en matière d'acquisition, en matière de dissociation entre le foncier et le bâti. Donc ça peut être l'opportunité peut-être de repenser la boîte à outils en la matière. On voit bien avec ces deux premières thématiques qui vont être traitées dans la journée par les tables rondes, que les questions liées à la production nouvelle, que ce soit sur la base du foncier, que ce soit sur le besoin de construction nouvelle, ces questions sont étroitement liées avec le déjà là, c'est-à-dire avec le parc existant, dont on sait qu'il est 85% du marché, qu'il est l'essentiel, l'assise de l'ensemble du système. Et très nombreuses questions peuvent évidemment être posées sur l'action publique sur le parc existant, l'action publique et privée sur le parc existant, mais dans le cadre des débats d'aujourd'hui, la thématique sera concentrée sur la question de la rénovation énergétique. Même si je pense que la table ronde, qui sera la deuxième table ronde de la matinée, n'en restera pas là, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse traiter la question de la rénovation énergétique toute seule, isolée de l'ensemble des actions sur le parc existant. Toujours est-il que cette question de la transition énergétique, de la rénovation énergétique, elle est tout sauf nouvelle. Je fais partie des pas tout jeunes, mais j'ai le souvenir que les premières vagues de réhabilitation des logements sociaux, les fameuses Palulos à partir de 1978-1979, avaient pour objectif premier la question de la rénovation énergétique des logements sociaux. Donc voilà, on est loin d'être nouveau. Cela étant, on voit que beaucoup de choses ont changé. Les techniques, évidemment, ont considérablement évolué. Et les enjeux sont aujourd'hui beaucoup plus importants et beaucoup plus fondamentaux encore qu'ils ne l'étaient à la fin des années 1970. Alors, si on regarde plus précisément encore la question de la rénovation énergétique du parc privé, on voit que... on a le sentiment que depuis maintenant quelques années, la priorité est affichée. La priorité est affichée, elle se matérialise aujourd'hui avec MaPrimeRénov', mais les premiers éléments de bilan dont on dispose montrent que l'efficacité n'est pas encore tout à fait là, pour le dire gentiment. Et que cette problématique de l'efficacité, elle a beaucoup à voir avec la question de la rénovation globale, puisqu'on le voit avec les chiffres des premières expériences de MaPrimeRénov', qu'une bonne partie des consommations des crédits ont été finalement consacrées à des travaux, notamment en matière de rénovation des systèmes de chauffage.
Donc le problème de ces rénovations globales, on le sait tous, on le connaît tous, c'est leur coût. C'est leur coût. À tous égards, c'est le coût évidemment financier. On parle de 40 à 60 000 euros par logement et parfois beaucoup plus. Et aussi un coût d'usage, puisque quand on ne peut pas faire la rénovation par l'extérieur, il faut le faire par l'intérieur, et on perd des mètres carrés. Et perdre des mètres carrés, c'est aussi perdre de la valeur du patrimoine, j'y reviens. Et par ailleurs, les moyennes qu'ont beaucoup de gens en tête, y compris un certain nombre d'acteurs qui conseillent les gestionnaires de copropriété ou qui conseillent les propriétaires de maisons individuelles, expliquent qu'en moyenne, le retour sur investissement, c'est 30 ans. Alors évidemment, une moyenne, ce n'est qu'une moyenne. Mais 30 ans, quand on est propriétaire et qu'on a 70 ans, ça ne parle pas. Enfin, ça a du mal à parler. En tout cas, donc l'argument économique de la rentabilité économique à terme de la rénovation énergétique est un argument dont on voit bien qu'il ne passe pas de façon claire. Ces freins économiques, sans parler, voilà, j'ai parlé du propriétaire de maison individuelle de 70 ans, mais parlons du conseil syndical de la copropriété, grande ou petite. Et on voit les freins aux prises de décision qui sont absolument considérables. Donc, un des points sur lesquels il nous a semblé important d'insister, c'est les conséquences sociales de ces freins à la rénovation. Parce qu'il nous semble qu'à moyen terme, ces freins économiques et sociaux à la généralisation de rénovation vraiment efficaces, ils font courir d'importants risques qui, me semble-t-il, contribuent à l'idée qu'on entend ici et là de bombe sociale de la question de la problématique du logement. Bombe sociale parce qu'une partie significative de ces propriétaires qui ne parviennent pas à faire ou ne parviennent pas à se décider ou ne parviennent pas à faire décider, on voit tout l'enchaînement de choses, sont des propriétaires qui relèvent de ce qu'on appelle en termes très larges les classes moyennes, qui, pour beaucoup, ont consacré une partie de l'effort financier de leur vie à constituer la propriété sur laquelle ils ne vont pas pouvoir peut-être faire de travaux. Donc à terme, il me semble que les risques sont élevés. Il y a le risque qu'on voit d'ailleurs assez immédiatement aujourd'hui, qui est lié à l'interdiction de location qui rentre progressivement en vigueur des passoires thermiques. Il suffit de passer devant une vitrine d'agence immobilière ces derniers mois pour voir l'ampleur des mises en vente de logements classés F et G, qui ont du mal à se vendre, donc qui vont probablement progressivement perdre de la valeur, qui réduisent l'offre locative privée, dont on sait l'importance, qui va accroître aussi probablement la pression sur le parc social. Ça marche très bien ensemble. Et puis, plus fondamentalement peut-être encore, et à plus moyen terme, ça c'est du court terme, ce que je viens de dire sur l'offre locative, c'est du court terme dont on voit déjà aujourd'hui un certain nombre d'effets, c'est le clivage croissant entre des patrimoines rénovés et des patrimoines qui ne l'auront pas été, faute de moyens, faute de décisions, de perspectives, et donc de propriétaires à ressources modestes qui vont probablement en subir les conséquences en voyant s'éroder progressivement la valeur d'un patrimoine qu'ils ont acquis, comme je le disais tout à l'heure, avec l'effort de leur vie, pour beaucoup. Et là, je pense qu'il y a une vraie bombe à retardement. On a les gilets jaunes, pardon pour faire des raccourcis trop rapides, là, mais les gilets jaunes n'ont pas parlé de logement il y a 3 ans. Les prochains gilets jaunes pourraient parler de logement.
parce que c'est probablement eux qui seront les premiers concernés par ces dévalorisations, dont on voit un certain nombre de signes statistiques, la fameuse valeur verte, je crois que c'est les notaires qui ont inventé la notion, mais on voit que c'est une notion qui commence à se diffuser. Les derniers chiffres en ligne des notaires sur la question de la valeur verte indiquaient, dans certaines régions, en Nouvelle-Aquitaine, moins 30% entre les logements AB et les logements FG. En 2021, avant toute interdiction de location, etc., et dans un marché extraordinairement dynamique. Encore. Donc on peut penser que ces chiffres sont déjà très, très en retard par rapport à la réalité des écarts de valeur. Donc on est probablement qu'au début de ce processus de différenciation et je pense qu'il va falloir y réfléchir et je pense que ça fera partie des questions qui seront posées à la table ronde. Beaucoup de choses ont été évoquées ces derniers mois, y compris par les travaux du Sénat, probablement là une problématique d'ingénierie financière extrêmement importante. Peut-être que les aides telles qu'elles existent aujourd'hui sont insuffisantes, peut-être que le travail de communication largement entamé, mais est encore aujourd'hui largement insuffisant. Voilà. Et probablement faut-il réfléchir aussi à des modalités de crédit, etc. Mais on laissera à la table ronde y travailler. Et Marie, je te laisse conclure. C'est plus une ouverture qu'une conclusion, puisqu'on est au tout début de la journée. Oui. Mais alors, on ne voudrait pas donner l'impression de charger encore la barque, mais il y a un dernier sujet qui est transverse à ces trois questions qui nous paraissait particulièrement important. Alors, ça peut paraître secondaire par rapport à l'ampleur des défis qu'on vient de brosser très rapidement sur ces trois questions-là, mais c'est la question de la façon dont on s'organise et la question des conditions d'application de changement d'une telle ampleur. Qui nous paraît quelque chose vraiment à aborder dans chacune de ces tables rondes. La première question qu'on voulait poser, c'est l'articulation entre le national et le local. Ce n'est pas un sujet nouveau du tout sur les questions de logement. Ça reste quand même une vraie difficulté, notamment parce qu'on parle de local, alors qu'en fait, ça recouvre des réalités qui sont complètement différentes de la métropole à la petite communauté de communes, des capacités d'action et des capacités de moyens et des diversités de territoires qui présentent vraiment une gamme de situations extrêmement large. La deuxième question qui nous paraît importante, c'est qu'on voit bien que beaucoup de ces enjeux vont être portés déjà par la ville existante et pas uniquement par la production neuve. Ça veut dire des négociations aussi avec des propriétaires privés, que ce soit des individus ou des grands propriétaires. Aujourd'hui, les collectivités locales, sauf exception, sont peu habituées à ce type de pratiques, elles ne sont pas vraiment outillées. Ça nous paraît un sujet d'autant plus important qu'il peut y avoir de la création de valeur, notamment quand on parlait de l'exploitation de ces gisements fonciers. On le sait ici, quand on regarde par exemple la situation au Pays Basque, réutiliser des zones peu denses et créer des droits à construire, ça peut représenter des sommes extrêmement importantes. La capacité des collectivités locales à capter une partie de cette valeur, c'est aussi sa capacité d'action, donc ce sera un enjeu extrêmement important. Et aujourd'hui, c'est des opérations qui se font très peu et qui vont probablement demander une vraie capacité de réflexion en la matière. Un autre point qui nous paraît important aussi, c'est l'organisation des ingénieries locales. On a des territoires qui ne sont pas du tout outillés. On a des territoires qui sont très outillés, mais avec des ingénieries qui sont très fragmentées. Cette question-là, aujourd'hui, elle n'est pas encore posée. Et quand on voit l'ampleur des changements qu'il y a à opérer, ça reste pour nous une vraie question. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui, parmi tous les intervenants des tables rondes, de couvrir l'intégralité de la production de la ville, du foncier jusqu'à la réalisation, jusqu'à la gestion, avec à la fois des élus, des opérationnels et des concepteurs. Donc on a capacité à balayer l'ensemble de ces questions-là, à faire le lien justement entre les questions de logement, les questions d'urbanisme, dont on a vu qu'elles sont immédiatement sous-jacentes, voire les questions d'aménagement du territoire, qui est un mot qu'on n'a pas prononcé, mais qui peut trouver probablement sa place dans le débat aujourd'hui. On a aussi cette diversité de profils dans le public. Donc on espère que les échanges... On compte sur vous. Oui, voilà, on compte sur vous. Et bonne journée à tous. Merci.